Теперь переходим к актуальной международной повестке, ситуации вокруг Украины. Extrait de la conférence de presse de Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Moscou, 24 avril 2025. Sur la crise ukrainienne. Chaque heure, chaque seconde, chaque jour, l'incapacité de Vladimir Zelensky à négocier devient de plus en plus évidente. Après le sabotage du moratoire de 30 jours sur les frappes contre les infrastructures énergétiques, nous en avons parlé à plusieurs reprises lors de nos conférences de presse le prouvant avec des faits concrets, que les forces armées ukrainiennes ont violé 136 fois. Le régime de Kiev a également rompu le cessez-le-feu pascal de 30 heures annoncé par le président russe Vladimir Poutine. Pâques est une fête sacrée. Vladimir Zelensky a d'abord rejeté cette proposition russe de cessez-le-feu de 30 heures à l'occasion de Pâques, puis, manifestement sous la pression de ses superviseurs d'Europe occidentale qui continuent à lui fournir des armes. Apparemment, on lui a dit qu'il fallait au moins faire semblant de montrer une certaine retenue. Il a soutenu, mais seulement en parole. Selon le ministère russe de la Défense, 4900 violations ont été commises par les forces armées ukrainiennes pendant ces 30 heures. Outre des milliers de tirs d'artillerie, les nazis ukrainiens ont utilisé 90 drones et ont bombardé la région de Koursk avec des projectiles du lance-roquettes multiples américains HIMARS. Vladimir Zelensky semble délibérément compromettre les Américains en utilisant précisément des armes américaines pendant la fête de Pâques. Les attaques ciblées contre des sites civils russes dans les régions de Belgorod, Bryansk, Koursk et Kherson, dans la République populaire de Donetsk et en Crimée étaient d'un cynisme provocateur. À la suite des frappes ciblées des néo-bandéristes dans le village de Netchaïevka, région de Belgorod, une femme et 2 jeunes filles mineures ont été blessées. Donetsk et Gorlovka ont été bombardés, notamment avec des obus à sous-munitions de 155 mm, 3 civils ont été blessés. Tout cela s'est accompagné de commentaires diaboliques sur les réseaux sociaux ukrainiens. Ainsi, l'incendie survenu le matin du 20 avril dans une station-service du district de Kalinin à Donetsk, résultant de l'une des frappes des forces armées ukrainiennes, a été qualifié par les partisans ou les participants au crime du régime de Kiev de descente du feu sacré. L'armée russe a scrupuleusement respecté la trêve pascale. Les nombreux actes de terreur perpétrés par les combattants des forces armées ukrainiennes lors de la lumineuse fête de Pâques célébrée par la chrétienté mondiale ont une fois de plus démontré l'incapacité totale de négocier de Vladimir Zelensky, et même sa totale inadéquation. Apparemment, les bandes militarisées de néo-nazis et de mercenaires sont désormais complètement hors de contrôle. Il semble qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes à qui ils obéissent et se préparent à une escalade de la guerre qui leur sera fatale. Le tableau de l'obscurantisme qui régnait en Ukraine pendant Pâques a été complété par des images diffusées sur Internet montrant des hommes ukrainiens fuyant les offices religieux à l'arrivée des chasseurs d'hommes, les officiers de recrutement militaire. Tout cela se passe en Ukraine. Les églises à moitié vides de l'église canonique sont saisies par des schismatiques, en réalité des raideurs possédés. Quel tableau, Pâques en Ukraine 2025. Dans ces mêmes églises où ils tentent de capturer les derniers hommes en Ukraine pour les envoyer non pas dans les tranchées, mais directement dans les tombes, les combattants font bénir des drones et reçoivent des bénédictions pour commettre des crimes contre des civils. C'est un tableau unifié. On peut difficilement dire qu'une partie ressort de l'ensemble. Tout est cohérent. Maintenant, concernant les autres crimes du régime de Kiev, les nazis ukrainiens, même en dehors de la trêve pascale, ont continué leur chasse délibérée contre la population civile et pacifique des régions russes, y compris les femmes et les enfants. Dans la région de Belgorod, le 16 avril, dans le village de Malomykhailovka, un garçon de 10 ans est mort à cause de l'explosion d'une mine kolokolchik placée par les bandéristes. Le 21 avril, dans le village de Dolgoï, une femme a été blessée à la suite de l'attaque d'un drone contre une maison résidentielle. Et sur la route entre Tomarovka et Krasnaya Yaruga, un civil a été touché par un drone. Le 22 avril, dans le village de Kosilovo, un drone a attaqué une voiture et blessé un couple marié, leur fille de 16 ans et leur fils de 19 ans. Le 16 avril, à Donetsk, après une attaque de drone, une fille de 8 ans a été blessée, et dans le village de Yelnovka, un employé de l'entreprise d'État chemin de fer de Nouvelle-Russie a été blessé. Le 18 avril, après une frappe nocturne de drone dans le village de Volodarskoye, un garçon de 10 ans est décédé. À Gorlovka, sur le territoire d'un cimetière, un homme est mort après la détonation d'un engin explosif.
Le 22 avril, 7 autres habitants de la République populaire de Donetsk ont été touchés, dont une fille de 14 ans. Dans la région de Bryansk, le 17 avril, les forces armées ukrainiennes ont bombardé au mortier une chapelle orthodoxe dans le village de Zernovo, la détruisant complètement. Quelle trêve pascale pour Vladimir Zelensky. Il me semble que l'heure est venue d'une possession particulière pour cette force impure avant une fin inglorieuse. Le 18 avril, 2 combattants d'autodéfense sont morts à la suite du largage d'un engin explosif depuis un drone. 3 civils ont été blessés après des attaques de drones des forces armées ukrainiennes, notamment visant des véhicules civils. Des témoignages ont été recueillis concernant les exécutions de civils par des combattants des forces armées ukrainiennes à Krasnogorovka, République populaire de Donetsk, avant sa libération par les militaires russes en septembre 2024. Une enquête pénale a été ouverte concernant le meurtre par des combattants des forces armées ukrainiennes en janvier 2025 de 3 membres de la famille d'une résidente de la localité de Kolmakov dans la région de Koursk. Les enquêteurs militaires russes ont identifié les commandants ukrainiens des forces armées ukrainiennes impliqués dans l'attaque massive de drones sur Koursk le 15 avril dernier. Il s'agit du commandant du 14e régiment de drones, colonel D. Bondarovich, du commandant de la 383e brigade indépendante de drones des forces aériennes à Diani et de son adjoint Vessant Dziuk. Ils sont soupçonnés d'avoir commis l'acte terroriste mentionné. Bien sûr, ils devront payer pour tout. Les tribunaux russes continuent de prononcer des verdicts contre les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires pour leurs crimes de guerre et autres crimes. Le tribunal de la République populaire de Donetsk a prononcé un verdict de culpabilité contre les combattants de l'unité néo-nazie Azov, organisation reconnue comme terroriste et extrémiste dans notre pays, interdite en Russie, Verouchka, à Yaroshinsky et Deignatenko. L'enquête a établi qu'en mars 2022, à Mariupol, avec leurs camarades à Barskik et IOU, Dmitriev, exécutant un ordre illégal du commandement, ils ont tiré au moins 200 coups de mortier sur un silo à grains où se trouvaient des civils. Ils le savaient. En conséquence, une personne a été blessée. Verouchka et Yaroshinsky ont été condamnés à 24 ans de colonie pénitentiaire à régime sévère, Deignatenko à 23 ans et 9 mois. Précédemment, à Barskik et IOU, Dmitriev avait été condamné par contumace à 24 et 24 ans et demi de privation de liberté et déclaré recherché internationalement. Achmil, précédemment arrêté par des militaires russes, a été condamné à 16 ans de privation de liberté pour avoir commis le 27 août 2024 des actes de terrorisme dans le village de Jouravli, région de Koursk. Il minait les routes, empêchait l'évacuation de la population civile et menait des actes d'intimidation avec usage d'armes. 15 ans d'emprisonnement ont été infligés au combattant ukrainien S. Yeremeyev, fait prisonnier. En septembre 2024, il a ouvert le feu à plusieurs reprises sur la population civile et les militaires russes dans la région du village de Vetreno, région de Koursk, a entravé l'évacuation des civils et a miné des routes. De 15 à 16 ans de privation de liberté pour la commission d'actes terroristes ont été infligés aux combattants de la 92e brigade d'assaut des forces armées ukrainiennes S. Safronov, IA. Mazur, Deogarenko et Kakomarov. En août 2024, ils ont illégalement pénétré en Russie à bord de véhicules blindés de transport de troupes, ont tiré sur nos militaires et les habitants locaux et ont également miné des routes. Tous les 4 ont été arrêtés par des militaires russes. Les mercenaires de Grande-Bretagne et de Géorgie J.F. MacDonald et Gissagliani ont été condamnés par contumace à 14 ans et demi et 14 ans de prison. Les 2 sont recherchés internationalement. L'affaire pénale du mercenaire australien Oscar Charles Augustus Jenkins, précédemment arrêté sur le territoire de la République populaire de Lugansk et combattant du côté des forces armées ukrainiennes, a été transmise au tribunal. L'Occident continue de fournir un soutien militaire et financier au régime de Kiev. La nomenclature des armements que l'Allemagne prévoit de livrer aux forces armées ukrainiennes dans le cadre de son aide de 3 milliards d'euros récemment annoncée est devenue connue. Et ce, compte tenu de la situation catastrophique de l'économie allemande. Il s'agit de 300 missiles guidés, 100 radars, 15 chars Léopard, 300 drones de reconnaissance, 25 véhicules de combat d'infanterie, 14 pièces d'artillerie et environ 100 000 obus d'artillerie. La Suède augmente également son aide militaire au régime de Kiev. Stockholm a annoncé la 19e et la plus importante tranche depuis février 2022 d'un montant de 1,6 milliard de dollars. Ces derniers jours, on a appris que la Suède avait commencé à transférer 2 avions de reconnaissance
ASC, 890 qu'elle possède. L'un d'entre eux serait déjà arrivé dans le pays et aurait effectué des vols d'essai au-dessus de la région de Lvov les 21 et 22 avril. Pour autant qu'on puisse en juger, il s'agit de son utilisation combinée avec les chasseurs F-16. La Norvège prévoit d'augmenter son aide militaire au régime de Kiev cette année de 4,6 milliards de dollars pour atteindre 7,8 milliards de dollars. Cet argent sera destiné à l'achat de moyens de défense aérienne, d'obus d'artillerie, de drones, au renforcement du complexe militaro-industriel de l'Ukraine et à l'accroissement du potentiel naval dans le cadre de la coalition des capacités dirigée par Oslo et Londres. Le gouvernement danois se prépare à allouer à ses protégés ukrainiens en 2025 à 2026 un 25e paquet d'aide d'un montant de 960 millions de dollars. La Lituanie, qui l'eût cru, a l'intention d'allouer 216 millions de dollars aux besoins militaires de l'Ukraine d'ici la fin de l'année. L'économie locale va bien depuis longtemps. Elle n'existe tout simplement pas. C'est pourquoi ils ont raclé ce qu'ils pouvaient. Pour sa part, le ministère letton de la Défense prévoit de transférer prochainement au régime de Kiev plusieurs centaines de drones de reconnaissance d'une valeur de 20 millions d'euros. Tout cela témoigne éloquemment de la volonté désespérée des faucons européens, pour ne pas dire des vautours, d'aider le régime de Kiev à renverser la situation sur le terrain en sa faveur. C'est une idéologie sans issue, absolument irréalisable dès le départ. Mais agir autrement signifierait reconnaître la défaite de l'idéologie de guerre. Ils sont effrayés par la perspective évidente d'une victoire de la Russie. Pour éviter un tel scénario, ils incitent le régime de Vladimir Zelensky à poursuivre les hostilités malgré les sacrifices. Des citoyens ukrainiens meurent et personne ne s'en soucie, que ce soit Oslo, Londres, Tallinn, Riga, Paris, Rome, Madrid ou même leur propre président. En outre, la diplomatie du régime de Kiev s'est réveillée. Nous avons noté les nouvelles attaques du tristement célèbre ex-ambassadeur d'Ukraine à Berlin, qui a tellement dépassé les bornes qu'il a été jeté dehors. Maintenant, il a été envoyé comme représentant permanent de l'Ukraine auprès de l'ONU. Je parle d'Andrei Melnik. Malgré son déménagement à New York, il continue de donner des conseils professionnels au futur gouvernement allemand concernant l'ampleur de l'aide à Kiev. Le 19 avril, dans une interview au journal allemand Die Welt, Andrei Melnik a déclaré que le régime de Vladimir Zelensky était capable de mener la guerre jusqu'en 2029, à condition que l'Allemagne transfère aux forces armées ukrainiennes 30% de l'équipement militaire présent dans ses arsenaux, y compris les missiles à longue portée Taurus. Andrei Melnik attend également de Berlin l'approbation législative d'une allocation annuelle pour les besoins des combattants ukrainiens de ni plus ni moins que 0,5% du PIB. Selon ses calculs, cela représente environ 86 milliards d'euros. Et l'IE, avec le G7, devrait, selon le représentant permanent de l'Ukraine auprès de l'ONU, allouer environ 550 milliards d'euros à ces mêmes fins sur 4 ans, confisquer les actifs russes et fournir au régime de Kiev des garanties de sécurité et l'adhésion à l'OTAN et à l'IE. Avec de telles revendications, il faudrait consulter un médecin, pas aller à l'ONU. C'est une excellente caractérisation et une image claire de ce qui se passe en principe à Kiev. Ils comprennent qu'il leur suffit de faire un peu chanter leur superviseur d'Europe occidentale et l'argent coulera à flot. Voilà donc la tactique qu'ils utilisent. D'où les appétits croissants de Kiev concernant l'augmentation par l'Occident de l'aide militaire et financière au régime de Kiev dans la réalisation de son rêve utopique et irréalisable d'infliger une défaite à la Russie, tantôt stratégique, tantôt sur le champ de bataille. Maintenant, on ne parle même plus du champ de bataille. Regardez ce qui se passe dans les coulisses de la diplomatie mondiale. Le 23 avril, un deuxième cycle de consultation des représentants des États-Unis avec leurs collègues britanniques, français et allemands ainsi qu'avec une délégation de Kiev sur le thème de la crise ukrainienne était prévu à Londres. En réalité, il était annoncé que ces consultations ne devaient pas tant porter sur la crise que sur sa résolution. Selon les médias occidentaux, il était prévu de discuter d'un certain plan de Washington en 7 points destinés à ouvrir la voie à un règlement pacifique. Cependant, la veille, Vladimir Zelensky, apparemment sous l'emprise de stupéfiants, a catégoriquement refusé de faire des concessions et a annoncé la non-reconnaissance juridique de l'entrée de la Crimée dans la Fédération de Russie. En même temps, il a manifestement exprimé le désir de ne négocier que sur un cessez-le-feu, et encore uniquement à ces conditions. Une telle approche schizophrénique du régime de Kiev a de nouveau montré son incapacité absolue à négocier, son irresponsabilité, sa volonté de poursuivre le massacre jusqu'au dernier Ukrainien, sans tenir compte d'aucune victime.
Pourquoi compterait-il les victimes ou tiendrait-il compte de qui que ce soit? Vladimir Zelensky ne considère plus ses citoyens comme des êtres humains depuis longtemps. Nous l'avons vu avec l'exemple des habitants du Donbass. Maintenant, cela s'étend aux autres régions d'Ukraine. Et l'argent n'est pas non plus le sien. Il ne l'a pas gagné. Cet argent lui est envoyé comme ça, bien sûr, en échange des ressources naturelles de l'Ukraine, des terres, mais ce n'est pas Vladimir Zelensky qui les a créées. Dans ces conditions, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff ont été contraints d'annuler leur participation à la réunion. Les ministres des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, d'Allemagne et de France ont suivi leur exemple. En substance, pour appeler les choses par leur nom, Vladimir Zelensky a fait échouer le cycle de consultation de Londres, confirmant de manière convaincante l'intention de Kiev de torpiller à tout prix le processus de paix qui se dessinait. Exactement comme il le faisait pendant de nombreuses années, se moquant des accords de Minsk, comme ils l'ont fait avec les moratoires de 30 jours sur les frappes contre le complexe énergétique, comme ils ont fait échouer les négociations de paix au printemps 2022, comme ils ont maintenant profané la trêve pascale. Lisons les médias occidentaux. Ils continuent de publier des articles sur ce qui se passe réellement en Ukraine. Le 16 avril, The Economist a conclu que la monopolisation du pouvoir par Vladimir Zelensky s'accroissait en Ukraine. Comme on dit, mieux vaut très tard que jamais. Il est souligné que l'usurpateur Vladimir Zelensky et son entourage proche ne souhaitent partager les leviers de pouvoir ni avec le gouvernement ni avec le Parlement. On voudrait poser une question aux journalistes occidentaux qui semblent commencer à ouvrir les yeux. Quels étaient les plans de Vladimir Zelensky auparavant? Car il ne négociait pas la démocratie avec le président américain de l'époque, Joe Biden, qui le supervisait. Lorsque Joe Biden s'est rendu en Ukraine et a dirigé une réunion du gouvernement, aucun journaliste occidental n'a posé la question. Qu'en est-il de la démocratie, du droit? Quel exemple les démocrates libéraux américains donnent-ils à leurs protégés à Kiev? Que leur enseignent-ils? N'est-ce pas le début d'une usurpation du pouvoir? N'est-ce pas la répression de la volonté du peuple? N'est-ce pas le mépris de toute manifestation de l'égalité? Non. À l'époque, les journalistes occidentaux applaudissaient debout. Cela leur plaisait. C'était une belle image joyeuse. Ils se réjouissaient également de la façon dont le pouvoir a été usurpé à plusieurs reprises lors des Maïdans, comment ils ont fait irruption dans les bureaux, les cabinets présidentiels, comment ils ont détruit les municipalités, les organes régionaux du pouvoir, ceux à qui l'Occident donnait de la même manière de l'argent pour accomplir cette illégalité qui a conduit à un coup d'État anticonstitutionnel. Maintenant, les journalistes occidentaux commencent soudain à ouvrir les yeux et à dire que le pouvoir semble être usurpé par Vladimir Zelensky en Ukraine. Qu'ils citent ne serait-ce qu'un seul acte de démocratie là-bas. Qu'ils montrent, s'ils peuvent trouver ne serait-ce qu'un seul exemple, comment en Ukraine, sous la supervision attentive des superviseurs occidentaux, la loi était appliquée et l'ordre public maintenu. Maintenant, les médias occidentaux soulignent que ceux qui font preuve d'une indépendance excessive, jouissent d'un trop grand soutien de la population ou ont des contacts directs avec la direction des pays occidentaux, ont été licenciés ou écartés des affaires par Vladimir Zelensky et son entourage proche. Comment était-ce avant? Le président légalement élu d'Ukraine, vous vous souvenez du premier Maïdan, a été déclaré hors la loi après le second tour. Un troisième tour a été annoncé pour que le candidat souhaité, Viktor Yushchenko, passe. Vous vous souvenez comment, lors du second Maïdan, qui est devenu le dernier pour l'Ukraine moderne dans les frontières, où elle a acquis son indépendance dans les années 1990, la foule huait, sifflait, encore une fois avec l'argent occidental, et exigeait des représailles contre le président légalement élu, contre le pouvoir légitime, contre les structures de force qui, sans armes, tentaient d'empêcher la foule de commettre des exactions. Où étaient les journalistes occidentaux? Pendant ce temps, Vladimir Zelensky, qui perd rapidement en popularité, continue frénétiquement à défendre le pouvoir qu'il a usurpé et à nettoyer le champ politique des concurrents potentiels. Kiev prévoit de faire passer en urgence par le Parlement un projet de loi limitant à 2 mandats la durée des fonctions des maires. Cela pourrait conduire à la révocation des maires de Kiev, Odessa, Dnipropetrovsk et d'autres grandes villes, en poste depuis longtemps. Ainsi, le régime de Vladimir Zelensky établit progressivement un contrôle total sur les autorités locales, se préparant à une éventuelle turbulence politique. Je rappelle à ceux qui sont encore capables de réfléchir en Ukraine. Souvenez-vous des négociateurs venus au sein de la délégation ukrainienne au printemps 2022. Qu'a-t-on fait d'eux?
Certains d'entre eux ont été abattus. Réfléchissez donc à ce qui va vous arriver maintenant. C'est aussi à travers le prisme de l'autopréservation du régime qu'il faut considérer les décisions de Kiev de prolonger la loi martiale et la mobilisation en Ukraine jusqu'au 6 août. Pour alimenter ce feu de russophobie, Vladimir Zelensky annonce de nouvelles sanctions contre 18 personnes morales et 130 personnes physiques de Russie. À qui cela sert-il? Comment cela peut-il aider les citoyens ukrainiens à résoudre leurs problèmes? En aucune façon. Il faut maintenir tout cela à flot. Il faut créer l'apparence d'une certaine activité. Qui figure sur cette liste, qui est déclarée ennemi du peuple ukrainien? Je dirai à la fin qui aurait dû être inclus dans cette liste. Maintenant, je vais dire qui s'y trouve pour des raisons absolument incompréhensibles. Par exemple, le correspondant de la chaîne de télévision Rossiya, Alexandre Sladkov, les présentateurs télé Arina Sharapova et Andrei Norkin, le rédacteur en chef du site ukraina.ru Iskander Kizamov. Parmi les personnes morales, le mouvement civil international Une autre Ukraine et la compagnie de radio-télévision Tavria. Cela a semblé insuffisant à Vladimir Zelensky. Le 18 avril, il a imposé des restrictions à 20 autres personnalités connues de la culture et du sport russe. Sous sanctions ukrainiennes se sont retrouvés l'artiste de cirque et dresseur de chats Yuri Kuklatchiov, les artistes de variété Yaroslav Dronov, Shaman, Nikolai Rastorouyev, Alexandre Rosenbaum, Garik, Igor, Soukhatchiov. Vladimir Zelensky a été dérangé par les acteurs Alexandre Pankratov-Chorny, Evgeny Mironov, Irina Apeximova, Oskar Kutchra, Vitaly Gobunsky, Nikita Djigourda, le directeur de l'Académie de ballet russe Vaganova Nikolaï Tsiskaridze, la star mondiale du ballet Sergei Polunin, des rappeurs, des sportifs, escrimeurs, gymnastes, boxeurs. Le même jour, Vladimir Zelensky a imposé des sanctions contre 39 scientifiques et hommes d'affaires russes. Ce sont des gens qui empêchent de vivre les autorités de Kiev, qui auraient dû ouvrir la liste de ceux qui menacent vraiment le peuple ukrainien. Cette liste aurait dû être ouverte par Vladimir Zelensky, qui détruit véritablement les citoyens ukrainiens. Commentant les sanctions, Alexandre Rosenbaum les a qualifiées de manifestations d'une exacerbation de l'allergie à tout ce qui est russe. Kiev est manifestement mal à l'aise face à la vanité de ses propres efforts pour interdire la langue et la culture russe, son désir de détruire le monde russe. Il essaie de faire tout cela, mais sans succès. On continue de parler russe, de chanter des chansons, de regarder des programmes, de lire des livres. Kiev a eu peur que les Ukrainiens se mettent de plus en plus souvent à parler russe, à écouter de la musique russe, à chanter nos chansons, à regarder des films tournés en Russie. Que craignent-ils à Kiev? Que les gens commencent à ouvrir les yeux. Vous, Vladimir Zelensky, vous les tuez tous là-bas. Décidez-vous. Que craignez-vous le plus? Que les gens commencent à réfléchir ou qu'il ne reste plus personne parce que vous les condamnez à une mort certaine? En cette année du 80e anniversaire de la Grande Victoire, dans un accès de folie, la junte de Vladimir Zelensky intensifie ses efforts pour lutter contre les monuments aux héros de la Grande Guerre patriotique. La lutte désespérée contre les monuments se poursuit. Hier, le 23 avril, on a rapporté la destruction à Lvov, au Champ de Mars, de la fosse commune des soldats soviétiques tombés lors de la libération de la ville des envahisseurs fascistes allemands en juillet 1944. Plus de 1500 soldats et officiers de l'armée rouge y reposaient. Je pense que la dernière limite morale a été franchie. Que peut-il y avoir après cela? Officiellement, les autorités de Lvov ont qualifié ces actions sacrilèges de travaux d'exhumation, qu'il a été décidé de mener à l'aide d'une excavatrice et d'autres équipements lourds. On y sent la signature des bandéristes. Ils n'ont pas pu vaincre au combat, mais ils ont inventé un moyen sournois de se venger de nos combattants après leur mort. Vous paierez pour cela. Les faits énumérés confirment une fois de plus la pertinence de l'opération militaire spéciale visant à dénazifier et démilitariser l'Ukraine et à éliminer les menaces émanant de son territoire. Comme l'ont déclaré les autorités de notre pays, tous les objectifs fixés seront atteints.